La date précise de la rencontre historique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky est maintenant connue. J'expliquerai plus tard pourquoi elle est historique. Cela aura lieu le 28 juillet à Washington. Zelensky se rend chez Trump avec son équipe, car les Américains promettent de mettre sur la table plusieurs de leurs propres plans pour mettre fin à la guerre. Le thème central des négociations est le renforcement de la défense aérienne ukrainienne et les licences pour produire des missiles Patriot. Voilà ce qui est significatif. Pendant que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, s'en prend publiquement à Donald Trump, l'accusant d'avoir fait échouer les accords d'Anchorage. Et en réfléchissant au mot d'honneur dont nous avons parlé avec vous dans l'épisode précédent, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirme que Moscou attendra de nouvelles propositions des États-Unis. Trump, pendant ce temps, partage sur son réseau social Truth Social une vidéo d'une interview de Volodymyr Zelensky. L'interview a été réalisée par Laura Loomer, cette même blogueuse MAGA qui, il n'y a pas si longtemps, traitait les Ukrainiens de nazis et écrivait des chroniques pour Russia Today, mais qui maintenant a publiquement déclaré, je cite, « La Russie n'est pas notre ami ». Dans cette interview, Volodymyr Zelensky admet qu'en privé, ils ont enfin trouvé un terrain d'entente avec Donald Trump, et que ce dernier a commencé à faire confiance au président ukrainien et a reconnu que c'est Vladimir Poutine qui ne veut pas mettre fin à la guerre. Dans cet épisode, nous allons tout analyser en détail avec vous, notamment quand et de quoi Zelensky et Trump vont parler. Qu'est-il arrivé à Laura Loomer pour qu'elle soit désormais notre alliée ? Qu'est-ce que Zelensky lui a dit à propos du tournant dans les relations avec Trump ? Et ce qu'il a dit à propos de l'Union soviétique, que la Russie pourrait redevenir, et pourquoi le Kremlin, dans cette configuration, se retrouve les mains vides ? Eh bien, je vais simplement rappeler brièvement ici que Donald Trump avait promis d'appeler Vladimir Poutine dès le 8 juillet, mais il ne l'a jamais fait. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant de vous abonner personnellement. Alors, maintenant, on peut le dire officiellement. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, se rend à Washington pour une rencontre en personne avec Donald Trump et son équipe. Et cette fois, l'atmosphère de la visite est très différente des précédentes rencontres entre les deux dirigeants. Le voyage de Volodymyr Zelensky aux États-Unis est prévu pour le mardi 28 juillet, et voici ce que Reuters écrit en citant un responsable de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump. Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontreront mardi à Washington. Un peu plus tard, Suspilne précise qu'en plus des négociations avec Trump, Zelensky assistera à la cérémonie d'adieu au sénateur Lindsey Graham, décédé le 11 juillet dans sa 72e année des suites de complications d'une maladie cardiovasculaire. Du moins, c'est la version officielle. Les funérailles de Lindsey Graham auront lieu à Washington le même jour, le 28 juillet. En réalité, selon les médias ukrainiens, l'organisation de la rencontre est encore en cours de coordination, car il ne s'agit pas simplement d'une réunion protocolaire entre Zelensky et Trump. C'est bien plus sérieux. En fait, dès le 22 juillet, Zelensky a eu une conversation téléphonique avec les représentants spéciaux de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Du côté ukrainien, ont participé à cette conversation le chef du bureau du président, Kirill Boudanov, le premier adjoint du chef du bureau du président, Sergueï Kislitsa, et le principal négociateur. Le négociateur ukrainien, Roustem Umerov, qui d'ailleurs, très probablement, s'installera définitivement à Washington et y occupera le poste d'ambassadeur d'Ukraine à Washington. Et déjà le lendemain de cette conversation, le 23 juillet lors d'une conférence de presse, Zelensky a annoncé le voyage. Et il a dit que la partie américaine partagerait là-bas, à Washington, plusieurs idées et plans pour mettre fin à la guerre, qui seront ensuite discutés avec les Russes. Autrement dit, Steven Witkoff a, en fait, officiellement invité Zelensky à Washington, tandis que Poutine, depuis le 8 juillet, attend toujours l'appel de Donald Trump. Il est également important de noter ici que les Américains veulent d'abord discuter avec l'Ukraine des futurs plans pour mettre fin à la guerre, et ce n'est qu'ensuite que tout cela sera discuté avec les Russes. En anticipant un peu, aujourd'hui Peskov a admis que le Kremlin attend ces nouvelles, ils attendent qu'on leur annonce ce que Trump et Zelensky ont décidé.
De plus, dans ce contexte, il convient de noter la déclaration de Marco Rubio après sa rencontre avec Sergueï Lavrov à Manille, lorsque Rubio a déclaré que tous les formules et plans précédents pour mettre fin à la guerre n'avaient néant pas fonctionné. Ils n'ont pas fonctionné pour une raison simple, dit-il, parce que l'Ukraine a refusé de capituler. L'Ukraine a refusé d'accepter des conditions qui ne lui étaient pas favorables, et tous les espoirs du Kremlin que Trump ferait pression sur Kiev et forcerait Kiev à accepter les conditions de Poutine ne se sont pas réalisés. Et donc les thèmes clés des négociations entre l'Ukraine et les États-Unis, en plus de la discussion sur les futurs plans de paix, sont également le renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne et la licence pour la production de missiles Patriot. Et justement, littéralement, le jour de l'annonce de la visite, une nouvelle est apparue qui va dans le même sens. La Pologne a proposé aux États-Unis d'établir une production conjointe de missiles pour les systèmes Patriot avec l'Ukraine et d'installer cette production sur le territoire polonais. Ici, on pourrait dire qu'ils veulent s'approprier le mérite, mais on ne le fera pas. C'est ce qu'a déclaré lors d'un briefing la vice-ministre polonaise de la Défense, Magdalena Sapkowiak-Czernecka. Voici ses propos, je cite : « Nous avons proposé que ce soit une coopération tripartite, c'est-à-dire les États-Unis, l'Ukraine, mais aussi la Pologne, parce qu'il s'agit de protéger cette production, afin qu'elle soit réalisée dans un endroit sûr. En réalité, la logique est claire et très avantageuse pour nous. Une usine de production d'intercepteurs patriotes sur le territoire polonais est un site protégé par l'OTAN où les missiles russes n'atteindront certainement pas et les Russes n'oseront pas frapper la barre. Je rappelle que le droit de produire les Patriotes, Trump l'a promis à l'Ukraine le 8 juillet lors de la partie publique de la rencontre avec Zelensky en marge du sommet de l'OTAN à Ankara. Mais en réalité, Bloomberg avait déjà averti à ce moment-là que le lancement d'une telle production prendrait beaucoup de temps et ne permettrait pas de reconstituer rapidement les stocks épuisés. Mais néanmoins, cela reste une avancée, car à ce jour, à part les États-Unis bien sûr, seuls l'Allemagne et le Japon disposent d'une telle licence pour la production de missiles intercepteurs Patriot. Seulement 2 pays dans le monde, l'Ukraine est le 3e. Et dans le contexte de la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis et de ce qui y sera discuté, il convient de mentionner le revirement incroyable de la majeure partie du mouvement MAGA en faveur de l'Ukraine. Une représentante éminente du mouvement MAGA, Laura Loomer, se trouve aujourd'hui à Kiev. Et c'est précisément l'histoire avec Laura Loomer qui est importante, car elle est révélatrice pour comprendre l'état d'esprit au sein de l'aile trumpiste. Dans le camp de Trump, si vous voulez. Le 23 juillet, Laura Loomer a annoncé sur le réseau social X qu'elle avait interviewé Volodymyr Zelensky au palais Mariinsky à Kiev. Voici sa citation. « Je viens tout juste d'interviewer le président Volodymyr Zelensky au palais Mariinsky en Ukraine. Il n'y avait aucun sujet interdit. Je ne me suis pas retenu dans mes questions. Et c'est vraiment vrai. » Elle a directement demandé à Volodymyr Zelensky s'il y avait des nazis en Ukraine. Et elle a même posé des questions très étranges. Par exemple, elle a demandé si c'était vrai que Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron avaient consommé de la drogue, comme l'affirmait la propagande russe. Mais malgré tout, oui, il y avait des questions étranges, mais cette interview était super importante pour l'Ukraine. Je vais expliquer pourquoi. Mais d'abord, parlons de qui est Laura Loomer et pourquoi c'est vraiment un événement qu'elle soit actuellement à Kiev et qu'elle interviewe Zelensky. Laura Loomer, c'est une blogueuse américaine ultra conservatrice proche de Donald Trump avec vraiment une énorme audience. Et pendant de longues années, elle a été le porte-voix des isolationnistes américains qui disaient qu'il n'y avait que l'Amérique qui comptait et qu'on pouvait se moquer du reste du monde. Voilà, elle était le porte-voix de ces isolationnistes américains qui exigeaient des comptes d'arrêter tout soutien à l'Ukraine. Elle les appelait ouvertement les Ukrainiens des nazis. Elle critiquait Zelensky et les responsables ukrainiens. Elle menait des campagnes d'information ouvertes contre les médias ukrainiens. Elle diffusait des récits de propagande russe. Et à partir de 2021, elle a écrit plusieurs chroniques pour Russia Today, c'est-à-dire qu'elle travaillait directement pour la chaîne de propagande du Kremlin. Ah, et ici, laissez-moi vous donner une de ces citations typiques des années précédentes. Rien qu'à travers cette citation, on peut comprendre tout l'état d'esprit de Laura Loomer ces dernières années.
Citation. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Quand je vois nos politiciens cracher sur les contribuables américains qui ont déjà du mal à s'en sortir et envoyer 100 milliards de nos dollars à l'Ukraine, ça me dégoûte. Voilà à quoi ressemblait Laura Loomer jusqu'en mai de cette année. Mais ensuite, l'Ukraine a invité son rédacteur, à Kiev et à Odessa. Il est arrivé à Kiev et s'est retrouvé sous les bombardements russes. Laura Loomer a vu les vraies images qu'il avait rapportées d'Ukraine. Soudain, elle a ouvert les yeux et dit « Comment est-ce possible ?» Alors, comment se fait-il que la Russie, qu'elle considérait comme la protectrice de la foi orthodoxe, détruise simplement des villes entières à coups de missiles, habitées par des chrétiens comme eux en Ukraine? Elle dit « Que se passe-t-il ? Attendez, attendez. On nous disait qu'il y avait des nazis en Ukraine, qu'ils étaient montés contre la foi, que ces nazis étaient en Ukraine. Là-bas, on tue des prêtres, on ferme des églises, et voilà que la Russie vient défendre la foi orthodoxe. Mais en fait, non. Ces barbares bombardent simplement les villes ukrainiennes, tuent des chrétiens comme eux et ne comptent pas s'arrêter. » Ensuite, elle a été choquée quand le président de l'Ukraine a félicité les États-Unis d'Amérique pour la fête de l'indépendance, le 4 juillet, alors que la Russie a envoyé Medvedev en Iran pour faire ses adieux au Khamenei, c'est-à-dire à l'ennemi des États-Unis d'Amérique. Finalement, elle est venue à Kiev pour comprendre la situation. Et c'est depuis Kiev que Laura Loomer a publiquement reconnu qu'elle avait été sous l'influence de la propagande russe pendant des années. Sa formulation actuelle est la suivante : « La Russie n'est pas notre amie ». Selon elle, son voyage en Ukraine lui a fait comprendre que certaines informations qu'elle croyait étaient fausses. Et d'ailleurs, l'un des premiers arrêts de Laura Loomer à Kiev a été la Laure des grottes de Kiev, qui a été attaquée par les Russes, qui sont censés défendre la foi orthodoxe. Et donc à Kiev, Loomer a interviewé Zelensky. Et le plus important pour nous dans toute cette histoire, c'est que Donald Trump a partagé un extrait de cette interview sur son réseau social Truth Social. Loomer elle-même a écrit que le président américain a très bien réagi à sa conversation, à ses échanges. Je tiens à préciser ici que Laura Loomer est une blogueuse très proche de Donald Trump. Ils s'enlacent ensemble, ils ont eu plein d'événements communs là-bas, elle est toujours quelque part à côté. Des informations suggèrent aussi qu'elle aurait influencé des décisions de personnel à la Maison-Blanche. Je préfère être honnête pour éviter des attentes trop élevées. Le revirement de Laura Loomer n'est pas encore un changement de cap de toute l'administration Trump. Mais quand une personne qui, pendant des années, relayait les thèses du Kremlin auprès du public MAGA, reconnaît publiquement qu'elle a été trompée, eh bien c'est un changement très notable dans un milieu qui, auparavant, nous était le plus hostile. Imaginez, le porte-voix du mouvement MAGA déclare « Je me suis trompé, on m'a trompé ». J'espère vraiment que le mouvement MAGA va réellement commencer à changer. Et surtout, Laura Loomer n'est pas seule dans ce cas. Un autre blogueur MAGA, un blogueur qui auparavant soutenait la Russie, a soudainement changé d'avis aujourd'hui. Le podcasteur Tim Pool a déclaré qu'il soutient désormais la victoire de l'Ukraine et a reconnu que l'Ukraine, je cite, « se bat pour son existence contre un dictateur maléfique ». Il a également exprimé l'espoir que Trump continuerait à aider Kiev, bien qu'auparavant, il exigeait qu'aucune aide ne soit apportée à l'Ukraine. Il y a à peine 2 ans, ce même Tim Pool qualifiait l'Ukraine, je cite, de principal ennemi des États-Unis d'Amérique et exigeait l'arrêt de l'aide militaire. Et plus tard, il s'est avéré que l'entreprise liée à lui, situation plutôt embarrassante, recevait de l'argent russe pour diffuser des récits pro-Kremlin à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Mais dans l'ensemble, la tendance au revirement même chez les activistes MAGA les plus sulfureux joue en notre faveur. Maintenant, parlons de ce que Zelensky a exactement dit dans cette fameuse interview avec Laura Loomer. Tout d'abord, il a parlé du moment décisif dans ses relations avec Donald Trump. Selon lui, le premier moment clé a été la rencontre au Vatican, celle qui a eu lieu lors des funérailles du pape François. Zelensky a souligné que lors de cette rencontre, lui et Trump sont restés seuls, sans traducteur, sans conseiller, personne d'autre. Et après cela, le dialogue entre eux a été positif. Deuxièmement, et c'est la thèse principale qu'il a adressée spécifiquement au public américain, Zelensky a expliqué pourquoi la guerre en Ukraine concerne directement les États-Unis d'Amérique. Je cite : «
Je pense que l'Union soviétique est l'ennemi le plus dangereux pour les États-Unis. Si la Russie redevient l'Union soviétique, vous aurez la Chine et l'Union soviétique, le plus grand empire, la plus grande armée du monde, et ils seront vraiment plus grands et plus forts que les États-Unis. Et cela deviendra dangereux pour vous. C'est justement cet argumentaire qui fonctionne avec le public MAGA. Il ne s'agit pas de devoir moral ni de démocratie, mais des intérêts américains. Ce sont eux les isolationnistes, ce sont eux qui crient « l'Amérique avant tout ». D'accord, d'accord. Voici le message. Si vous n'arrêtez pas la Russie maintenant, l'alliance Moscou-Pékin deviendra plus forte que Pékin. Et c'est tout. C'est exactement en ces termes que Zelensky parle à Trump ces derniers mois. Et c'est précisément cet extrait d'interview que Trump a publié sur son réseau social. C'est très important. Et dans ce contexte, le Kremlin est littéralement en train de paniquer. Le contraste est tout simplement frappant. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré aujourd'hui, le 24 juillet, que la Russie attendrait de nouvelles propositions des États-Unis pour résoudre la guerre. Le propagandiste Zaroubine a déclaré « Eh bien, et nous alors ? La Russie, la Russie. On va attendre que Trump et Zelensky inventent de nouveaux formats là-bas ? Si l'esprit d'encourage échoue, que fait-on ? On va seulement attendre ? Nous sommes la Russie. Nous ne devons pas faire cela. » Et là, Peskov a soudainement répondu à cela, je cite, « Nous attendrons de nouvelles propositions, nous attendrons. Bien sûr, elles doivent d'abord être acceptables pour nous. » Il a aussi affirmé qu'il n'y avait pas d'échec du Kremlin à Anchorage, puis a cité de nouveau. Le président Trump est sincère, et ses négociateurs sont sincères dans leur désir de vraiment formuler des options acceptables pour tous. L'option qu'ils ont proposée a été acceptée par nous, mais pas par les Ukrainiens. Ils n'ont pas réussi à faire plier les Ukrainiens, encouragés par les Européens. Vous savez, il me semble qu'on peut considérer cela comme un compliment en général. Même venant de la bouche de cette vermine Peskov, on peut considérer cela comme un compliment. Même Trump n'a pas réussi, comme l'a dit Peskov, à faire plier les Ukrainiens. Et puis Peskov a dit quelque chose qu'il faut retenir, je pense. Selon lui, il y a un certain dualisme dans la position de l'administration Trump et Moscou compte en profiter. Je cite. Nous devons utiliser ce dualisme dans la position de l'administration Trump dans la mesure où il correspond à nos intérêts. Et leur volonté de contribuer à un règlement pacifique correspond tout à fait à nos intérêts. Donc le Kremlin admet ouvertement qu'il compte jouer sur les contradictions au sein de l'administration américaine. Attendre, exiger des conditions qui leur conviennent et espérer qu'à un moment ou à un autre, Washington finira par céder ou se vendre lui-même. Parallèlement, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, je le rappelle, a accusé Trump d'avoir fait échouer les accords d'Ankara et a déclaré que la Russie avait agi selon le principe, je cite, « Un mec l'a dit, un mec l'a fait. » Mais les États-Unis n'ont pas respecté leur promesse de faire pression sur l'Ukraine. En gros, Lavrov a déclaré que Trump n'est pas un homme de parole et qu'il ne tient pas ses promesses. Je ne sais pas si les Américains comprennent cela. Ce langage grossier russe, il me semble qu'ils ne le comprennent probablement pas parce que c'est une culture purement russe. Ce genre de voyous ou de petites frappes, de bandits de caniveaux, où l'on parle de mecs, de paroles de mecs, tous ces types-là, je ne connais pas le nom exact, mais je pense que Lavrov s'est un peu oublié. Quand il sort des frontières de la Russie, il doit comprendre qu'il entre dans un monde civilisé. Ce n'est plus son pays de voyous. Là-bas, les gens parlent une toute autre langue. Je ne parle pas d'une autre langue au sens linguistique, mais d'une autre langue au sens culturel. Là-bas, on ne comprend pas ce genre de choses comme un gars a dit, un gars a fait. Là-bas, il y a la diplomatie, des traités, des accords qui sont signés, légalement établis et ratifiés. C'est cela, la langue internationale, pas ce style « un gars a dit, un gars a fait ». Seuls les racailles russes parlent ainsi. Et personne d'autre dans le monde ne parle ce genre de langage. Et si vous osez montrer votre visage dans le monde civilisé, vous devez accepter les règles du jeu du monde civilisé. Vous devez vous laver, vous habiller correctement. Au lieu de montrer cette tête de cheval de Lavrov, il faut présenter une personne adéquate. S'il y en a au moins un parmi vous, c'est ainsi qu'il faut dialoguer avec le monde, et non pas de la manière dont vous essayez de le faire. Mais à quoi bon s'étonner ?
Désolé pour cette leçon de morale, mais à quoi bon s'étonner quand les touristes russes, je me souviens, allaient en quelque part en Turquie ou en Égypte et disaient « Moi je ne parlerai qu'en russe ». Imbécile, personne ne te comprend. Eh bien, continue, parle. Si tu es parti dans un monde civilisé, il faut accepter les règles. Excusez-moi pour la digression. Poursuivons. À propos de la pression sur Poutine, les États-Unis utilisent ici deux instruments en parallèle. Le premier, c'est le projet de loi sur les sanctions du défunt sénateur Lindsey Graham, et sa mesure centrale, comme vous vous en souvenez, des droits de douane allant jusqu'à 100% contre les plus grands acheteurs de pétrole russe. Et selon le New York Times, Trump a déclaré qu'il approuverait le projet de loi si on lui donnait le droit de décider lui-même du sort de ces sanctions. Il a également dit que le document pourrait être élargi. Il contient aussi des sanctions contre l'Iran et pourrait être adopté d'ici août. Il est également significatif que la visite de Zelensky coïncide justement avec le moment décisif concernant ce projet de loi. Le deuxième instrument, c'est déjà le nôtre, celui de l'Ukraine. Trump a déjà publiquement reconnu que des frappes contre les raffineries de pétrole russes pourraient aider à mettre fin à la guerre. Il dit que c'est cette escalade qui peut vraiment rapprocher la paix. Autrement dit, le président américain approuve en fait ce que nous faisons. Chaque nuit, nous détruisons leurs raffineries de pétrole, les entrepôts Wildberries et les usines militaires. Autrement dit, nos soi-disant sanctions à longue portée fonctionnent plus rapidement que n'importe quel projet de loi sur les sanctions aux États-Unis. Et maintenant, Zelensky affirme qu'actuellement, l'Ukraine développe des drones avec une portée allant jusqu'à 10 000 km afin de pouvoir brûler toute la Russie. À ce moment-là, je suis sûr que les Russes vont rire en disant « Mais quels 10 000 kilomètres, de quoi parlez-vous » Et je rappelle que les Russes ensauvagés riaient jusqu'à ce que les drones ukrainiens commencent à brûler leurs usines à 3000 km de distance. Et je ne vois plus de rire aussi fort maintenant que les entrepôts Wildberries brûlent de partout en Russie. Ce n'est plus vraiment drôle maintenant. Maintenant, parlons de pourquoi les négociations entre Zelensky et Trump sont également liées au cadre européen. Aujourd'hui, une chronique de Samuel Charab de la Rand Corporation a été publiée dans le Financial Times, où il écrit « La guerre est arrivée à un moment où il faut entamer de vraies négociations. Sa thèse principale. L'Ukraine se trouve actuellement en position de force et il faut en profiter à la table des négociations. Selon Charop, la Russie a ressenti la force de l'Ukraine et pourrait faire preuve de plus de flexibilité lors de véritables négociations. En résumé, le 28 juillet, Zelensky se rend à Washington pour rencontrer Donald Trump. C'est déjà un fait. Sur la table, il y a les plans américains pour mettre fin à la guerre, renforcer notre défense aérienne et les licences pour les Patriots, dont la Pologne souhaite déjà lancer la production en proposant son territoire comme site sécurisé. Le Kremlin, pendant ce temps, se comporte comme une partie offensée. Sergei Lavrov reproche publiquement à Trump de ne pas avoir tenu ses promesses. Peskov attend des propositions et dit ouvertement qu'il compte jouer sur les contradictions au sein de l'administration Trump. Et pendant ce temps, la confiance de Trump se déplace progressivement de notre côté. À tel point qu'il repartage une interview de Zelensky publiée par sa propre blogueuse MAGA, qui, je le rappelle, écrivait encore hier des chroniques pour Russia Today, et qui aujourd'hui affirme que la Russie n'est pas l'amie de l'Amérique. Et pendant ce temps, je rappelle que Poutine attend toujours depuis le 8 juillet en espérant le coup de fil promis de Donald Trump. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.